Donc, bienvenue. Nous allons commencer le webinaire qui concerne l'usage des antimicrobiens dans les animaux d'élevage pour la chaîne alimentaire. Alors, pour commencer, euh, ce webinaire, donc je vais parler en français. Ce webinaire est traduit en anglais et I will speak French, but it is translated into English and to access to the interpretation system, you need to click on the little globe downstairs as it is shown on the slide. And if you can't see it, you have these three little dots where you can have access to the globe and then you choose the language you want to listen to. Donc, comme je vais parler en français, voilà, l'interprétation est pour les participants qui souhaitent suivre le webinaire en anglais. Ceci dit, il sera possible aussi d'avoir des interventions en anglais. Donc, c'est bien que tout le monde sache comment utiliser l'interprétation. Et également, la présentation sera envoyée à tous les participants. Elle est enregistrée et donc l'enregistrement sera envoyé également. Donc, vous êtes invité à vous présenter dans le chat et vous pouvez utiliser la petite fonction Q&A ici à droite pour poser vos questions. On vous encourage à vraiment utiliser cette fonction-là. Ce sera beaucoup plus facile pour être sûr de ne n'oublier aucune question. Merci beaucoup. Alors, l'objet du webinaire aujourd'hui, les règlements relatifs à l'utilisation des antimicrobiens dans la chaîne alimentaire ont été adoptés en 2023 et 2024 et ils vont entrer en application cette année, en septembre. Donc l'objectif de la session aujourd'hui, c'est de rappeler les dispositions qui vont entrer en application ce 3 septembre 2026, d'aller de voir certains aspects de leur mise en application et de vous permettre de poser des questions. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par deux représentants de la Commission européenne de la DG Santé, Stéphanie Rivière et Alphonse Vasquez Obiols, qui sont là pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à les introduire dans la fonction Q&A et elles seront traitées en fin de session. Donc l'ordre du jour, donc je vais faire d'abord une brève introduction du programme Agrinfo grâce auquel on a pu organiser ce webinaire aujourd'hui. Et puis je vais rappeler le contexte de la réglementation, décrire les dispositions, voir certains aspects pour leur mise en application. Et puis on va faire un zoom sur les filières. Donc le programme Agrinfo est financé par l'Union européenne, mais cette présentation est sous la seule responsabilité du COELEAD, qui est l'association qui met en application le programme. Donc, quelques mots sur le programme Agrinfo. Donc, le programme Agrinfo est un programme d'information financé par l'Union européenne qui vise à tenir informés les pays à faible et moyen revenu des changements réglementaires dans le domaine agroalimentaire et de la pêche et des changements qui peuvent avoir un impact sur leurs exportations vers l'Union européenne. Donc, le programme couvre toutes les denrées alimentaires et tous les pays à faible et moyen revenu. Donc, comme je disais, le programme est financé par l'Union européenne, mais il est mis en œuvre par le COLEAD, qui est une association internationale sans but lucratif qui soutient le développement des systèmes agroalimentaires inclusifs et durables. Donc, l'association agit à travers des programmes tels que le programme Agrinfo. Alors, que fait le programme Agrinfo? D'abord, il fait la veille réglementaire, donc pour vous, à votre place, pour les pays à faible et moyen revenu, de tous les changements récents et à venir qui peuvent avoir un impact sur vos exportations vers l'Union européenne. L'information est consolidée sur une plateforme unique et donc à chaque fois qu'on identifie un texte
un projet ou un texte qui vient d'être publié qui peut avoir un impact, on rédige une fiche qu'on appelle aussi un rapport euh, qui se focalise sur ce qui change. Donc, on va expliquer avec des mots simples ce qui change, les raisons du changement et leurs implications. Donc, vraiment, l'idée du programme, c'est que l'information aille à ceux qui en ont besoin pour rester en conformité avec le marché européen et pouvoir continuer à exporter les produits vers l'Union européenne. Donc ici, c'est juste une présentation rapide de la plateforme, c'est la page d'accueil. Donc ici, la page d'accueil est en anglais, mais il y a une petite fonction en haut à droite. Donc la base de données est traduite automatiquement en français, en espagnol, en portugais, et nous sommes en train d'essayer de produire une version en arabe également. Donc vous voyez en bas à gauche, ce sont les derniers rapports. Quand vous êtes sur la page d'accueil, donc c'est la petite maison là, vous avez en bas à gauche les derniers rapports qui ont été publiés, les dernières fiches. Elles sont toujours structurées de la même manière. Vous avez à droite les lettres d'information qui sont envoyées 2 fois par mois et qui reprennent les dernières modifications qui ont eu lieu sur les 2 dernières semaines. Donc il est possible de s'abonner à ces lettres d'information. Donc il suffit d'aller s'inscrire. Voilà, le petit subscribe ici c'est en anglais, mais la fonction existe aussi en français. Et le fait de s'inscrire permet également de recevoir les alertes. Donc c'est pas que les lettres d'information. On écrit également des alertes quand il y a des changements importants sur une denrée alimentaire particulière ou pour un pays particulier. Mais bien sûr, les alertes ne peuvent être envoyées qu'à des gens qui sont dans notre base de données. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de s'inscrire. Le service est gratuit et ouvert à tout le monde. Nous avons aussi ces gros boutons-là et qui permettent donc les publications d'Agrinfo, ce sont en particulier les guides que l'on développe quand il y a beaucoup de changements sur un secteur où on a beaucoup de questions. Par exemple, on a fait un guide pour le miel, l'aquaculture. Il y en a bientôt un qui sera publié pour la pêche et il y en a un qui vient d'être publié concernant les PFAS dans les emballages alimentaires. Il y a ce Okay, then we will start. We are going to resume in a few seconds. Donc voilà, je reprends le sujet donc qui concerne la réglementation qui va rentrer en application cette année sur l'utilisation des antimicrobiens dans la chaîne alimentaire. Alors, le contexte de cette réglementation est un contexte mondial qui concerne la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Donc ce sujet est porté par l'ONU et par ses agences et l'Organisation mondiale de la santé en 2019 a déclaré que la lutte contre la résistance aux antimicrobiens est une des 10 premières priorités concernant la santé publique dans le monde. Et c'est dans les 3 premières priorités dans l'Union européenne depuis 2023. La résistance aux antimicrobiens a créé 1,2 million de décès directement en 2021 et 4,7 millions la même année indirectement. Et la Banque mondiale a évalué que ce coût est de 1000 milliards de dollars de coûts supplémentaires par an d'ici 2050 et de 1000 milliards de dollars à 3,4 dans le produit intérieur brut par an d'ici 2030. Et au niveau du Centre commun de recherche de l'Union européenne, il a été évalué que cela créerait 8,2 millions de décès supplémentaires globalement d'ici 2050 si aucune action est prise. Donc c'était vraiment important de prendre des mesures pour renforcer la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Alors, les exigences, voilà, d'aujourd'hui, celles qui vont rentrer en application, donc le cadre légal, c'est le règlement sur les médicaments vétérinaires 2019-6 et son article 118 en particulier, et le règlement délégué 2023-905 qui
voilà, qui est spécifiquement pour les pays qui exportent vers l'Union européenne. Donc, ces règlements mettent en place deux exigences, c'est-à-dire l'interdiction d'utiliser les antimicrobiens à des fins de croissance ou pour augmenter le rendement. Donc, ça, c'est une des deux exigences. Et la deuxième, c'est l'interdiction d'utiliser des antimicrobiens qui sont réservés à la médecine humaine. Donc, voilà la deuxième exigence. Et donc, pour mettre en application ces deux exigences, il y a deux mesures. La liste des pays autorisés et une nouvelle attestation dans les certificats officiels d'exportation vers l'Union européenne. Alors, le champ d'application de cette réglementation, c'est tous les animaux d'élevage et leurs produits. Donc, à la fois les animaux vivants et les produits d'origine animale qui en sont issus. Cependant, voilà, les règlements ne s'appliquent pas à la gélatine, au collagène, aux produits hautement raffinés et aux produits composés, aux animaux sauvages non plus. Ça ne s'applique pas aux produits qui sont strictement en transit dans l'Union européenne et qui ne sont pas placés sur le marché. Et ça ne s'applique pas également aux produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine et aux échantillons à des fins d'analyse. Donc aujourd'hui, comment ça fonctionne? Quand un pays veut exporter des produits d'origine animale vers l'Union européenne, il doit figurer sur les listes. Aujourd'hui, nous avons trois listes en place. La liste sécurité sanitaire qui est dans le règlement 2021-405 des annexes 1 à 16. La liste sur les plans de contrôle de résidus, de pesticides, de contaminants et de médicaments vétérinaires qui est l'annexe -1 du même règlement. Une liste pour la santé animale, c'est le règlement 2021-404. Et selon les produits, ils doivent être dans une de ces listes ou plusieurs. Donc, par exemple, le miel doit être uniquement dans la liste des plans de contrôle de résidus, mais les boyaux doivent être dans les trois listes. La viande voilà, de bovins, ovins et volailles, c'est la liste santé animale et la liste résidus. Voilà. Et pour savoir, en fait, dans quel règlement il faut être, je vous conseille d'aller voir notre fiche, l'explainer qui est mentionné ici. Donc, quand vous recevrez la présentation, vous pourrez cliquer dessus où il y a un tableau qui récapitule quelles sont les listes dans lesquelles doivent être chaque denrée alimentaire d'origine animale exportée vers l'Union européenne. Et alors ces listes, elles sont euh, obligatoires, elles s'additionnent, c'est-à-dire que si un produit doit être dans deux listes, si il est que dans une des deux, il n'est pas possible d'exporter ce produit vers l'Union européenne. Donc en ce qui concerne les antimicrobiens, il y a une nouvelle liste. Et donc, de la même manière, si le produit est autorisé aujourd'hui à exporter dans les autres listes, mais n'est pas dans cette liste-là, alors le produit ne pourra pas être exporté vers l'Union européenne. Et donc aujourd'hui, la liste pour les antimicrobiens, c'est le règlement 2024-25-98. Alors, comment a été établie cette liste? Donc, en fait, tous les pays qui sont aujourd'hui dans l'annexe -1 relatif au contrôle des résidus, donc du règlement 2021-405, ont reçu une lettre euh, pour les inviter à envoyer les garanties de conformité aux nouvelles exigences. Donc, suite aux réponses reçues, il y a eu une première liste proposée qui a été notifiée à l'OMC en juin 2024 et qui a été ouverte pour consultation pendant 90 jours. Suite à cette consultation, une première liste a été publiée en 2024 dans le règlement 2024-25-98 et il était déjà prévu que cette liste serait mise à jour une fois avant l'entrée en application en septembre. Les États membres ont voté récemment, le 12 mai, une mise à jour de cette liste. Et dans la mise à jour, il est prévu que le règlement 2024-25-98 soit intégré dans une nouvelle annexe au règlement 2021-405. Alors, cette liste de pays autorisés relative aux antimicrobiens sera mise à jour régulièrement autant que nécessaire et les pays
hors UE qui sont dans cette liste doivent informer la Commission européenne quand ils ont des changements dans leur législation qui sont pertinents concernant cette liste et s'ils veulent être listés ou délistés pour certains produits. Donc, à la différence de l'annexe -1, donc, euh, cette liste, voilà, sera mise à jour autant que nécessaire. Donc l'annexe -1, vous savez, pour les contrôles de résidus, il faut que chaque pays qui exporte vers l'Union européenne mette à jour son contrôle de résidus tous les 31 mars de chaque année. Donc la liste est mise à jour chaque année. Ce ne sera pas le cas ici. Et pour la santé animale, ça dépend de la situation épidémiologique. Donc ici, c'est pas le cas. C'est en fonction des besoins, s'il y a un changement dans la législation ou s'il y a un audit qui montre voilà qu'il y a une non-conformité et s'il y a une volonté aussi d'être listé pour un autre produit, par exemple pour un pays hors UE. Alors voilà, la liste des pays, c'est une des deux mesures. Donc cette mesure, elle est nécessaire. Donc, une fois, mais elle n'est pas suffisante pour permettre l'entrée des produits dans l'Union européenne. Donc, il faut ensuite que chaque envoi de produits d'origine animale vers l'Union européenne soit certifié par les autorités compétentes. Donc, c'est comme les autres listes, c'est-à-dire c'est pas parce qu'un pays est listé que les produits qu'il envoie sont conformes. Donc, il y a en plus des contrôles sur ces envois pour vérifier leur conformité. Par contre, contrairement aux listes résidus et sécurité sanitaire, il n'y a pas moyen de vérifier à l'instant T les limites maximales de résidus ou les critères microbiologiques, puisque ici, c'est une toute autre approche que la sécurité sanitaire, c'est-à-dire qu'on demande une information sur toute la vie de l'animal. Donc voilà, si jamais des antimicrobiens étaient donnés au début de la vie de l'animal, on peut faire autant de contrôles de résidus qu'on veut, on ne trouvera rien. Donc les contrôles de résidus ici ne sont pas pertinents. Bonjour à tous, merci de votre participation. Donc, au nom de la commission, une petite précision par rapport à cette diapositive. Pour préciser que, en fait, on a bien deux réglementations séparées quand on parle de résidus et de maximum residue levels, dans le sens où ici, cette réglementation, c'est un problème de santé publique car on parle de lutte contre l'antibiorésistance. Donc, il n'y a pas de limite maximum de résidus, dans le sens où effectivement, les animaux ne devront ne pas avoir été traités tout au long de leur vie avec ces antimicrobiens, justement pour cette lutte contre l'antibiorésistance. Merci. Alors, concernant les certificats officiels, donc ils ont été modifiés par ces deux règlements-là en 2024. Donc le règlement d'application 2024-399 principalement et qui a été modifié et complété, enfin corrigé et complété par l'autre règlement de 2024-2020. Donc une attestation a été introduite dans tous les certificats pertinents. Ces certificats sont donc à la fois pour les produits d'origine animale et pour les animaux vivants. Et donc voilà, c'est ici vous avez la liste de tous les certificats qui ont été modifiés. Donc les certificats pour la viande couvrent à la fois la viande fraîche, donc des animaux domestiques, des animaux élevés, donc y compris quand il s'agit de races sauvages mais également des viandes séparées mécaniquement, à la fois de ruminants et de porcs, la volaille, les ratites, les lapins, les préparations de viande et les viandes transformées. Donc ça couvre vraiment tous les produits de viande. Pour les œufs, ça couvre les œufs frais et les œufs transformés, les boyaux, les poissons, à la fois les poissons, les crustacés et les mollusques. Pour le lait, les produits laitiers, donc à la fois le lait cru, les produits laitiers et le colostrum, le miel
et les autres produits d'origine animale qui ne sont pas couverts par les autres certificats, par exemple le gras. Et donc également les certificats pour les animaux vivants ont été modifiés pour avoir l'attestation. Donc il s'agit de tous les animaux d'élevage, y compris quand il s'agit d'espèces sauvages. Donc ici, c'est un exemple d'attestation pour les produits d'aquaculture. Donc il est rajouté, voilà, chaque produit est nommé et il est expliqué les deux exigences que l'on a mentionnées, c'est-à-dire qu'il faut que les produits soient issus d'animaux qui n'ont pas reçu d'antimicrobiens à des fins de croissance ou pour augmenter le rendement et qui n'ont pas reçu d'antimicrobiens qui sont interdits et réservés à l'usage humain. Alors, concernant l'exigence d'interdiction d'utiliser les antimicrobiens à des fins de croissance ou pour augmenter le rendement. Donc, les antimicrobiens, ce sont à la fois les antibiotiques, les antiviraux, les antiprotozoaires et les antifongiques. Donc, l'idée ici, ce n'est pas d'interdire tous les antimicrobiens, mais d'interdire l'usage qui est la promotion de croissance et l'augmentation du rendement. Donc, les antimicrobiens doivent être réservés au traitement des maladies animales. Donc, les antimicrobiens, on peut les trouver dans les médicaments vétérinaires et dans les aliments médicamenteux. Donc, il est important, en fait, d'identifier les antimicrobiens qui peuvent avoir un effet de promoteur de croissance et faire le lien entre les antimicrobiens et le non commercial du produit mis sur le marché, que ce soit pour le médicament ou pour l'aliment médicamenteux. Donc, à chaque fois que un antimicrobien est utilisé, il est important de documenter son usage, d'expliquer pourquoi il est utilisé, et ça doit être à des fins de traitement de l'animal. La deuxième exigence, c'est celle qui concerne les antimicrobiens qui sont réservés à la médecine humaine. Donc, ces antimicrobiens, la liste a été publiée dans le règlement 2022-1255. Et donc, ici, il ne s'agit pas de limiter l'usage en cas de maladie des animaux, c'est une interdiction totale. Donc, il est interdit d'utiliser n'importe de ces antimicrobiens qui sont listés dans les élevages. Et si jamais c'était le cas, alors les produits d'origine animale issus des animaux qui auraient reçu ces antimicrobiens ne doivent pas être exportés vers le marché européen. Alors, pour entrer plus dans les dispositions concernant les mises en application, donc comme on disait, les deux exigences sont à appliquer depuis la naissance des animaux, donc de la naissance jusqu'à l'exportation. Il faut donc que chaque étape euh, ait l'information et la transmette jusqu'aux autorités compétentes qui devront signer les certificats. Donc, et ça, c'est vrai pour les deux exigences, c'est-à-dire interdiction d'utiliser les antimicrobiens à des fins de croissance pour augmenter le rendement et l'interdiction d'utiliser des antimicrobiens qui sont réservés à l'usage humain. Bien sûr, la mise en application de ces dispositions est à décider par les États, par les pays, en fonction de leurs contraintes, de l'organisation de leurs filières et de leurs autorités. Donc, il n'y a pas un seul scénario possible hein, pour les pays ruraux pour se mettre en conformité. C'est à chaque partenaire de définir son approche en fonction de ses règles et de ses pratiques. Et donc, ce que nous allons vous présenter maintenant, ce sont des éléments qui peuvent être pris en compte pour établir les scénarios possibles dans vos pays. Rebonjour à tous. Oui, donc en tant que commission,
L'UE ne peut pas imposer le type de système à mettre en place hein, dans les pays tiers en termes. Ici, c'est juste une question de résultat. Il faut que vos pays, les pays, mettent en place le système qui leur semble le plus adéquat pour être en conformité avec les exigences de l'Union européenne en termes d'export. Merci. Alors, une des manières de se mettre en conformité, bien sûr, pour les pays, c'est d'adopter exactement la même législation que la législation européenne, c'est-à-dire avoir une législation qui interdit l'utilisation des antimicrobiens à des fins de croissance ou pour augmenter le rendement, et une législation qui interdit l'utilisation des antimicrobiens qui sont réservés à l'usage humain. Donc voilà, ça implique d'avoir bien sûr une législation nationale, un texte précis, de mettre en place des contrôles officiels pour vérifier que ces interdictions sont bien d'application et que les éleveurs soient bien mis au courant de ces interdictions. Alors, ce qui est important ici par rapport à l'entrée en application de ces règles cette année en septembre, c'est de vérifier si la, la législation nationale est entrée en application avant ou après la naissance des animaux dont sont issus les produits d'origine animale qui seront exportés en septembre. Donc, on peut considérer que quand un pays a adopté la même législation que l'Union européenne, tous les produits qui seront mis sur le marché après l'entrée en application de cette législation seront conformes puisque les opérateurs sont obligés de respecter la législation et mettre sur le marché que des produits conformes. Ceci dit, il faut que la législation soit déjà en application au moment de la naissance de l'animal qui, euh, qui va faire l'objet de produits qui seront exportés en septembre. Donc, cette garantie donnée par la législation, elle n'est valable que si elle couvre les deux exigences, donc la promotion, l'interdiction d'utiliser des antimicrobiens à des fins de croissance et l'augmentation du rendement, et l'interdiction d'utiliser les antimicrobiens réservés à l'usage humain. Donc, il faut que les animaux soient nés après la date d'application et que les produits qui sont issus ne sont pas mélangés avec des produits d'autres pays qui n'auraient pas exactement la même législation. Donc ici, les défis, en fait, pour être en conformité en septembre de cette année, c'est les produits issus d'animaux qui ont un cycle de production long, les produits d'origine animale qui ont une durée de conservation longue, les produits d'origine animale qui sont vendus en vrac et donc dans lesquels plusieurs origines sont mélangées, et les produits d'origine animale dérivés. Donc ici, ce sont des exemples de cycles de production. Donc on voit pour la viande, par exemple, pour la viande bovine, les animaux de race à viande en général ont 24 mois. Enfin, ici, ce sont des moyennes hein, et des exemples. Hein. Euh, Après, la viande issue de troupeaux laitiers, comme les vaches laitières peuvent produire du lait après 24 mois jusqu'à 10-12 ans, voilà, la viande issue de ces troupeaux-là viendront d'animaux qui sont plus âgés. Et c'est la même chose pour le lait. Le lait provient d'animaux qui ont au minimum 24 mois et qui peuvent avoir plus de 10 ans. Pour les moutons et les chèvres, c'est à peu près 24 mois, mais là aussi, on parle des races à viande. C'est la même chose pour les gibiers à poil, donc ici c'est 18 mois. Bon, les veaux, le porc, c'est 6 mois. Le gibier à plumes, c'est 4 mois. Les lapins, en moyenne, c'est 3 mois. Alors, les poules, c'est le cycle de production est 3 ans, enfin les poulets, les 3 ans. Mais pour les œufs, ils sont issus de poules qui peuvent avoir jusqu'à 20 mois.
Les abeilles, c'est à peu près 6 mois. Le saumon, les poissons, c'est 24 mois. Et les crevettes, 6. Et alors, les boyaux, en fait, sont issus des animaux de bovins, ovins, caprins et du porc. Voilà. Et donc, quel que soit l'âge des animaux, donc ils viennent après le cycle de production de la viande. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu à part. Ici, ce sont des exemples de produits qui ont une durée de conservation longue. Donc, les produits sous vide, les produits qui sont séchés, les produits congelés, les produits en boîte, les produits en saumure et les produits salés ont des cycles de production longs. Ça veut dire que ça se rajoute au temps euh, qu'il faudra calculer pour voir si l'animal est né avant ou après l'entrée en application de la législation. Et quelquefois, il peut y avoir une combinaison de ces systèmes de conservation, et dans ces cas-là, il peut y avoir des produits qui ont une durée de conservation de plusieurs années. Donc, dans ces cas-là, quand la législation du pays ne reflète pas complètement les exigences de l'Union européenne, ou quand il, voilà, euh, ne fait pas ou pas complètement les exigences de l'Union européenne, ou quand l'entrée en application est tardive par rapport à la date du mois de septembre 2026, c'est-à-dire par rapport à la naissance de l'animal, ou quand les produits sont mélangés avec des produits de plusieurs pays qui n'ont pas la même législation, alors il faut un autre système que la législation pour garantir la conformité aux exigences, et donc ça doit se faire par un système de documentation et de traçabilité. Donc, une fois encore, voilà, c'est différent de la sécurité sanitaire. Donc, la documentation et la traçabilité, cela implique que chaque éleveur concerné, donc chaque éleveur qui va produire un animal destiné à la consommation humaine pour l'Union européenne, doit être au courant, ainsi que son vétérinaire, des exigences et être capable d'identifier les substances à risque qu'il ne doit pas utiliser. Donc, voir ce qu'il a sur sa ferme. Il est commun pour les animaux d'élevage qu'il y ait plusieurs éleveurs. Donc, en fonction de leur spécialité, de leurs ressources, de l'alimentation, il peut y avoir un éleveur spécialisé pour la naissance, un éleveur pour l'engraissement et puis pour finir les animaux. Contrairement aux autres étapes de la chaîne alimentaire, les éleveurs n'ont pas besoin d'être agréés pour l'exportation vers l'Union européenne. Ils doivent simplement être enregistrés par leurs autorités compétentes. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément connaissance des règles de l'Union européenne. C'est pour ça qu'il est très important qu'ils soient informés et formés. Et les éleveurs aussi ne savent pas forcément si leurs produits vont être exportés vers l'Union européenne. Eux, ils se contentent de produire leurs animaux et de les mettre en marché. Et donc, c'est important que le système de traçabilité et documentaire qui sera choisi soit accessible à la fois de manière pratique et financière par tous les opérateurs, y compris les petits opérateurs. Alors, quelques étapes pour la mise en place. Donc, voilà, une étape, c'est bien sûr que les élevages et les vétérinaires de ces élevages identifient les médicaments les antimicrobiens qui sont susceptibles d'utiliser, qui auraient un effet de promoteur de croissance et d'augmentation de rendement, les antimicrobiens qui sont réservés à l'usage humain et bien sûr les antimicrobiens qui sont contenus dans les aliments médicamenteux. Et donc ici, la difficulté, en fait, c'est que souvent, les noms connus par les éleveurs ne sont pas ceux des antimicrobiens. Donc il faut vraiment faire le lien entre les ingrédients utilisés, les antimicrobiens utilisés et le nom commercial pour que les éleveurs puissent s'y retrouver. Et c'est pour ça que c'est important qu'ils soient accompagnés par le vétérinaire de l'élevage.
ils doivent aussi maintenir un registre de tous les médicaments qu'ils utilisent et, euh, et en particulier pour l'exigence de ne pas utiliser des antimicrobiens à des fins de croissance, il est important d'avoir une prescription vétérinaire qui va être une preuve que le médicament a été utilisé pour traiter une maladie et pas à des fins de croissance. Également, la notice du médicament peut être utilisée pour montrer que il n'y a pas d'effet de ce médicament à des fins de croissance. Ceci dit, ça c'est plutôt un indice. Par contre, si la notice indique qu'il peut y avoir un effet de promotion de croissance, alors là, il est vraiment important d'avoir une prescription du vétérinaire qui va prouver que l'usage qui en a été fait, c'est pour traiter une maladie. Alors, il est aussi recommandé aux autorités compétentes, si c'est pas déjà le cas, d'avoir un registre national des médicaments vétérinaires et des aliments pour animaux médicamenteux, et de manière à identifier ceux qui sont à risque dans le cadre de cette législation, et en particulier pour ceux qui contiennent les antimicrobiens réservés à l'usage humain, de pouvoir les écarter quand les aliments sont produits à destination du marché européen. Et c'est aussi important de prévoir au niveau des élevages, mais aussi au stade suivant, à chaque fois une possibilité de séparer les animaux qui sont en conformité avec les exigences européennes de ceux qui ne le sont pas. Donc ici, ça peut être un défi. En tout cas, ça doit être réfléchi dans les petites exploitations et en particulier dans les élevages laitiers, parce que s'il y a des équipements automatiques, en général, il n'y a qu'un système d'équipement automatique. Donc voilà, il faut réfléchir à la manière de pouvoir séparer ce qui est conforme de ce qui n'est pas conforme, puisque si jamais il y a un mélange, tout le lot serait non conforme. Alors, l'information doit vraiment suivre chaque étape, du premier éleveur au deuxième éleveur, au troisième éleveur et aux opérations suivantes, donc l'abattoir, les ateliers de découpe, les entreprises de transformation pour la viande, les, euh, les établissements de traitement du lait, de transformation du lait, etc. Chaque étape doit avoir l'information et la transmettre euh, avec le produit. Donc, au niveau des élevages, ça peut être une simple déclaration de l'élevage datée et signée que les animaux n'ont pas reçu les antimicrobiens à des fins de croissance ou pour augmenter le rendement. Donc, je veux dire par là que c'est pas nécessaire de mettre tous les détails. Par contre, les preuves doivent être gardées au niveau de l'élevage, dans les registres, en cas de contrôle, de pouvoir montrer euh, comment ils ont été utilisés. Mais il est possible aussi de faire une simple déclaration que c'est conforme mais bien sûr, il faut garder les preuves au niveau de l'élevage. Un autre système, c'est d'avoir un système de certification qui couvre ces deux exigences-là. Donc, il y en a de plus en plus antibiotic free, par exemple, qui pourraient couvrir ces deux exigences-là et qui nécessitent bien sûr que l'organisme certificateur vérifie que les opérateurs, les élevages sont bien en conformité. Et l'information doit suivre les produits jusqu'à la signature du certificat. Les autorités compétentes doivent vérifier à la fois que le système d'information fonctionne pour permettre la conformité aux deux exigences et qu'il y ait un système de ségrégation lorsqu'il y a un produit non conforme. Aussi, une autre possibilité, c'est si dans un pays, en pratique, on peut voir que euh, certains médicaments, enfin, par exemple, la liste des antimicrobiens réservés à l'usage humain sont pas du tout utilisés dans une filière, alors il est possible de réfléchir au niveau du pays pour avoir une certification plus globale, sans avoir besoin de faire suivre l'information à toutes les étapes. Mais bien sûr, ça signifie que le pays met en place des contrôles pour vérifier que c'est bien le cas. Et par exemple, si le pays prévoit un registre des médicaments vétérinaires à mettre sur le marché, voilà, si
s'il n'y a aucun dans ces médicaments vétérinaires qui comporte les antimicrobiens réservés à l'usage humain, alors voilà, c'est en tout cas une preuve, mais bien sûr qui doivent être complétés par des contrôles sur le terrain. Alors, le système de traçabilité de documentation fonctionne s'il est mis en place avant la naissance de l'animal. Donc, une fois encore, quand on pense à la date d'application du mois de septembre, il faut vérifier si c'est bien le cas, en particulier pour les produits d'origine animale issus d'animaux qui ont un cycle de production long et pour les produits d'origine animale qui ont une longue durée de conservation. Quand un animal ou un produit euh, enfin, voilà, est envoyé dans un autre pays hors de l'Europe, ce pays doit être également listé dans la liste des pays autorisés et il doit Vraiment désolé, on dirait qu'il y a encore un problème il ne d'Internet. suffit pas que... Ah, voilà. Pardon? Oui, on vous avait perdu encore. Donc, Ah, longtemps ou voilà. pas? Non, 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 juste peut-être 30 secondes, disons. Ah, d'accord. Je reprends Donc, au je début de reprends la... Ouais. les trois situations voilà, qui nécessitent un peu plus d'attention. C'est quand les animaux sont exportés vers un autre pays. Dans ces cas-là, il ne suffit pas que le pays d'origine ou le pays qui produira les produits d'origine animale soit en conformité. Il faut que l'ensemble des pays soient bien en conformité avec les exigences. Le deuxième point d'attention, c'est quand les produits sont vendus en vrac et donc sont mélangés avec différentes origines. Il est important que les produits soient issus de pays qui sont en conformité, qui sont capables de prouver la conformité avec la documentation et la traçabilité ou avec la législation. Et le dernier point d'attention, c'est les pays qui sont produits dans un pays, qui sont transformés dans un autre et qui, dans ces cas-là, perdent leur origine. Et c'est en particulier le cas des boyaux. Voilà, pour être capable de réexporter, il faut être aussi capable de montrer la traçabilité que les boyaux sont bien issus de produits de pays qui sont en conformité avec l'Union européenne. Donc, une fois encore, soit à travers la législation, soit à travers la documentation et la traçabilité, et quelquefois une combinaison des deux. Alors, pour aller un petit peu plus en détail sur les filières, on a la filière viande. Donc vous voyez ici les pays qui exportent de la viande vers l'Union européenne. Donc les points d'attention ici, c'est le fait que dans de nombreux cas, il y a plusieurs fermes impliquées. Donc comme on a montré, entre la naissance, l'engraissement et le fait de finir les animaux. Et dans ces cas-là, il faut vraiment que l'information soit transmise du premier éleveur au deuxième, au troisième. Également, voilà, au niveau des abattoirs, aujourd'hui, les animaux sont classés en fonction de leur risque sanitaire. Donc, les animaux qui seront à risque d'hygiène, les animaux qui sont pas propres, par exemple, seront abattus en fin de journée. Ici, ça peut nécessiter une réorganisation pour être capable de traiter des animaux qui ont le même statut tout au long de la chaîne. Aussi, voilà, au début, donc c'est un animal qui va devenir plein de morceaux, et donc c'est important que l'information suive l'ensemble des découpes, et y compris quand il s'agit de la viande hachée, des préparations et des viandes séparées mécaniquement,
il faut bien sûr que les lots soient homogènes et proviennent uniquement d'élevages qui sont en conformité avec les exigences de l'Union européenne. Sinon, ils ne pourront pas rentrer dans le marché européen. Et un défi, que ce soit dans les abattoirs, dans les ateliers de découpe ou les autres établissements de transformation, c'est d'être capable d'avoir un système à la fois de traçabilité et de ségrégation. S'il s'avère que un lot n'est pas conforme, il ne faut pas qu'il soit mélangé aux autres. Donc, comme on l'a dit, c'est un cycle de production long et il y a aussi dans le domaine de la viande des produits qui peuvent avoir une durée de vie longue, et non, par exemple, les produits congelés et les produits euh, séchés ou salés ou en boîte. Alors, dans le système pour la viande, aujourd'hui, pour la sécurité sanitaire, il y a ce qu'on appelle la chaîne de l'information, qui est un système de communication entre le dernier éleveur, l'abattoir et le vétérinaire officiel. Et dans cette chaîne de l'information, il est mentionné les médicaments avec les durées d'attente. Mais ici, la chaîne de l'information, donc ça peut servir de base, mais elle ne couvre que les aspects sécurité sanitaire. Donc ici, ce qu'on demande, c'est des informations qui sont sur l'usage des antimicrobiens depuis la naissance. Donc c'est pas que l'élevage qui envoie à l'abattoir, c'est aussi les étapes avant et sur l'ensemble des médicaments et pas ceux seulement qui ont été donnés, qui ont un délai d'attente et pour lesquels il y a un risque de résidus. Alors, en ce qui concerne le lait, donc, comme on a dit, donc, vous avez aussi ici les pays qui exportent du lait et des produits laitiers vers l'Union européenne. Donc, le point d'attention, c'est le cycle de production qui est long, que le lait est mélangé déjà au niveau de la ferme, ensuite localement quand le camion vient collecter le lait, et ensuite à toutes les étapes euh, les- le lait est mélangé. Donc, c'est assurer la traçabilité peut être un défi et donc nécessite vraiment d'identifier des élevages avec un statut conforme pour avoir des lots homogènes. Donc là encore, si jamais il y avait un lot enfin, voilà, qui ne serait pas conforme, il faut prévoir un système pour mettre de côté les produits non conformes pour ne pas qu'ils soient mélangés à ceux qui sont conformes. Donc ici, pour le lait, il y a des produits qui ont une longue durée de conservation et en particulier le lait en poudre et le fromage. Et aussi, la particularité ici, c'est que le certificat pour les produits laitiers couvre des produits dérivés du lait. Donc, il y a plusieurs codes CN 04. Et c'est important, comme ce sont des industries séparées, que ces opérateurs-là soient aussi au courant de cette législation pour pouvoir euh, acheter du lait uniquement conforme si c'est destiné à l'Union européenne, bien entendu. En ce qui concerne les boyaux, donc on a vu tout à l'heure, donc ici vous avez également la liste des pays qui exportent des boyaux vers l'Union européenne. Et donc les boyaux, ça vient après le cycle de production de la viande. Donc c'est des cycles de production longs. Déjà, au niveau de l'abattoir, les intestins sont mélangés sur la chaîne de l'abattage et donc il est difficile, voilà, il faut réfléchir à un système aussi de l'eau homogène pour s'assurer que uniquement les boyaux conformes soient mélangés parce que bien sûr, quand aujourd'hui, l'âge n'est pas un critère de choix, mais voilà, les boyaux sont assemblés en fonction de leur taille, de leur qualité, mais pas en fonction de l'âge des animaux. Ils sont aussi vendus en vrac. Ils ont une durée de vie très longue puisqu'ils sont salés et peuvent voilà, être préservés longtemps. Et plus de 80% des boyaux européens sont transformés dans des pays hors Europe. Donc c'est important d'assurer la traçabilité pour qu'ils puissent être réimportés.
En ce qui concerne les œufs, donc vous avez aussi la liste ici des pays qui exportent des œufs vers l'Union européenne. Donc c'est pareil, les œufs peuvent être issus de poules qui peuvent avoir jusqu'à 20 mois. Ils sont mélangés et pas en fonction de l'âge des animaux, mais en fonction voilà, de la localité, de la qualité, de la taille, mais pas en fonction de l'âge. Donc, ils peuvent provenir de plusieurs origines pour faire des lots complets. Également ici, mais à tous les niveaux, hein, le système de ségrégation est vraiment quelque chose à penser. Et bien sûr, les produits transformés des œufs ont une durée de vie plus longue. En ce qui concerne le miel, donc ici on voit il y a vraiment beaucoup de pays. Oui, j'ai pas précisé, les pays qui sont mentionnés sont seulement ceux qui sont dans le champ d'application d'Agrinfo, c'est-à-dire des pays à faible et moyen revenu. Donc il y a de nombreux pays qui exportent du miel vers l'Union européenne. En ce qui concerne le miel, l'exigence qui est relative à l'utilisation des antimicrobiens à des fins de croissance ne s'applique pas, mais c'est les antimicrobiens réservés à l'usage humain. Donc la vie voilà, des abeilles, c'est à peu près 1 à 6 mois. C'est souvent le milieu des apiculteurs est souvent composé de petites entreprises et d'un système fragmenté. Donc voilà, il est important que l'information circule. Pour l'aquaculture, donc ici vous avez également les pays qui exportent des pays de l'aquaculture qui sont dans le champ d'application d'Agrinfo. Donc ça couvre les poissons, les crustacés et les mollusques. Et là, c'est pareil, c'est plusieurs origines possibles. Les petites entreprises, les systèmes de ségrégation peuvent être importants. Et puis surtout, les poissons à longue conservation, comme en boîte, salés et séchés. Alors, voilà, on arrive à la conclusion. Euh, donc, ce qui est important de retenir de cette présentation, c'est que être listé, c'est une étape importante et nécessaire, mais pour se préparer au 3 septembre, il faut aussi être capable de montrer que chaque envoi est en conformité avec les exigences de l'Union européenne. Donc, tous les autorités compétentes, les producteurs primaires, donc les éleveurs, les vétérinaires, les opérateurs, toute la chaîne doit être informée de ces nouvelles exigences, doit être formée et équipée pour être capable de produire en conformité. Les éléments qui demandent particulièrement de l'attention sont les produits d'origine animale voilà, qui proviennent de plusieurs pays. Voilà, c'est un assemblage de produits qui viennent de plusieurs pays et en particulier dans le cas du commerce triangulaire. Les produits qui ont une longue durée de vie et la ségrégation à la fois au niveau des élevages et des opérateurs s'il s'avère qu'il y a des animaux ou des lots qui seraient non conformes pour voilà, pour qu'ils ne soient pas mélangés aux lots conformes pour permettre de continuer l'exportation vers l'Union européenne. Donc les pays qui ne seraient pas conformes pourraient être délistés donc il y aura des audits d'organisés et voilà, si les audits montrent qu'un pays n'est pas conforme, alors il pourra être délisté. Alors pour finir, dans le cadre d'Agrinfo, nous avons publié un guide qui explique ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Ce guide existe en anglais, il a été publié très récemment aussi en français, en espagnol et en portugais. Et il est disponible sur notre site. Et donc, si vous vous abonnez, si vous recevez la newsletter, vous serez aussi mis au courant lorsqu'il y a un nouveau guide. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis nous allons passer maintenant à la session questions-réponses.